Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est en province de Namur que nous vous donnons rendez-vous. Au départ de Wépion, nous allons suivre l'itinéraire de la Meuse à vélo en direction de Dinan. Benoît, vous allez jouer en quelque sorte notre guide? Et oui, dans la plus belle vallée de Belgique, je veux dire, soyons modestes. Oui, évidemment, en forme. En pleine forme. Allez, en selle donc pour ce nouveau numéro des chemins du Ravel. Pas la peine de vous faire un dessin, s'il est un emblème qui colle à Wépion, c'est bien la fraise. Et pour tout savoir sur celle qui enchante tant vos papilles, rien de tel que de pousser la porte du sympathique musée de la fraise. En constante évolution, il vous fera découvrir toutes les facettes de ce fruit emblématique de la vallée de la Meuse, de ses origines à son implantation progressive au pays de Wépion vers 1880. Histoire, gastronomie, art et folklore, culture et commerce se dévoileront ainsi au fil des salles, mêlant documents et objets. Face au musée de la fraise, vous ne manquerez pas de prolonger votre visite dans le jardin des petits fruits et son verger didactique, l'un des jardins thématiques de la ville de Namur. Sur une surface de quelques 50 arts, l'espace se veut aussi didactique que scientifique, lieu de détente et d'apprentissage. En le parcourant, vous distinguerez ainsi une multitude de variétés de fraises, framboises, groseilles, mûres, myrtilles, raisins, kiwis et autres figues. Vous apprendrez aussi méthodes et pratiques pour réussir à bien les cultiver et goûterez à tous ces petits fruits sans bouder votre plaisir. Votre échappée sur les bords de Meuse sera d'une richesse infinie. Après avoir longé le sanctuaire naturel de l'île de Dave, ce sera au tour du château de Dave et de son grand parc boisé de développer tout son faste. Construit entre le début du XVIIe siècle et le XIXe siècle, il est depuis la propriété des ducs de Fernand Nuns. Remontant le courant, vous adorerez bien vite votre flânerie, ne vous lasserez pas de vous arrêter pour observer la démarche chaloupée des oies et canards ou la noire silhouette des cormorans plongeant dans les flots. Ailleurs, vous aimerez perturber la quiétude des pêcheurs taquinant le poisson, écouter les bateliers vous narrer l'histoire si secrète de la Meuse, des chemins de halage et des barrages écluses qui jalonnent le fleuve. Petit à petit, vous vous approcherez de Profondeville. Sur la rive opposée, un imposant affleurement rocheux se dessinera. Face à la carrière de Lustin, votre regard sera cependant attiré par une étonnante construction. Le bateau-piscine érigé à la fin des années 30 par Joseph Pailleur, un exploitant de salles de cinéma. Un temps menacé, ce monument avant-gardiste pour l'époque est désormais sauvé et ravit les adeptes du grand plongeon ou du dos crawlé. Un peu plus loin, au détour d'un méandre de la Meuse, il sera encore et toujours question d'eau. Waouh Benoît, quelle jolie vue! Benoît Derue, vous êtes journaliste à Canal C, d'habitude on vous retrouve du côté du Parlement Wallon, mais ici ça change. Le Parlement Wallon qui est un peu à l'arrêt pour le moment, donc on en profite pour venir se promener en bord de Meuse, ici à Profondeville, vraiment commune magnifique, un endroit splendide. Alors vous m'avez expliqué que là derrière ce bosquet, il y a un site important de Vivaquois. C'est pas très namurois ça pourtant, Vivaquois. Non, Vivaquois c'est la production et la distribution d'eau pour la commune et la région de Bruxelles-Capitale. Et donc ils viennent chercher l'eau où il y a de l'eau, et il y a de l'eau en Wallonie. Donc ils viennent chercher de l'eau notamment ici dans la Meuse. On ne le voit pas mais il y a un pompage ici et on pompe quotidiennement 180 000 mètres cubes d'eau ici dans la Meuse qui sont traités dans l'usine qui est ici derrière et puis acheminés vers Bruxelles pour permettre aux Bruxellois de bénéficier d'une eau de qualité. La Meuse ne risque pas d'être à sec? Non, j'ai fait le calcul, 180 000 mètres cubes. Et aujourd'hui, il n'y a pas un très fort courant, mais le débit est de 45 mètres cubes par seconde. Donc on peut pomper. On a de la marge. Alors ça, c'est pour aujourd'hui. Mais avant, il y avait déjà de l'eau qui était pompée par Vivaquois dans la région.
Oui, et elle l'est toujours d'ailleurs, parce qu'il y a des pompages d'eau de surface comme ici, et puis il y a des pompages de la nappe aquifère. C'est le cas notamment à Spontin, où depuis la fin 1900, on pompe de l'eau, on récolte de l'eau dans la nappe aquifère et on l'achemine vers Bruxelles par un système assez surprenant qu'on va pouvoir découvrir. Oui, parce que vous avez eu la chance d'aller du côté de Spontin, dans les galeries souterraines. Vous allez voir, c'est assez étonnant. On va tout de suite donc découvrir le reportage de Benoît Derue. Alors ici, on est au cœur du captage de Spontin. En fait, on a une galerie principale ici à ma droite et une galerie secondaire qui se rejoignent ici avant de partir vers Bruxelles. Depuis cette galerie, 20 000 mètres cubes d'eau sont recueillis quotidiennement et acheminés par l'intercommunal en continu vers Bruxelles. Ce tunnel de 82 km a été réalisé fin du XVIIIe siècle pour permettre à la capitale d'être alimentée en eau potable. Des travaux qui, avec les moyens du génie civil de l'époque, étaient une véritable performance. Alors l'entreprise et l'ouvrage datent de 1899. Les travaux se sont terminés en 1899. Et ont duré à peu près 5 ans. Ça paraît incroyable, c'était des travaux très, très conséquents pour l'époque, on n'avait pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui. Alors j'imagine qu'à l'époque, oui, ils ont dû faire appel à énormément de main-d'œuvre puisque tous les outillages mécanisés n'existaient pas. Donc oui, ça a dû être un chantier gigantesque. Le creusement de ce tunnel de 82 km aura pris 5 ans. Cet ouvrage d'art témoigne aujourd'hui du génie de l'époque. On a utilisé la déclivité entre Spontin et Bruxelles pour acheminer l'eau sans moyens mécaniques. C'est un ouvrage assez unique en Belgique. Donc simplement avec la différence d'altitude entre le captage et la ville de Bruxelles, on arrive à amener l'eau sans énergie électrique. Sur le chemin vers Bruxelles, il y a plusieurs vallées à franchir. C'est le cas notamment de la vallée de la Meuse. C'est ici à Godine que l'eau de la galerie se déverse dans 2 tuyaux qui passent sous la Meuse pour rejoindre de l'autre côté à Rivière la suite de la galerie. On se trouve donc au sommet de la vallée de la Meuse et donc c'est un petit bâtiment dans lequel l'eau arrive par un tunnel et repart par des tuyaux sous pression qui vont traverser la vallée de la Meuse, passer en dessous de la Meuse et remonter de l'autre côté. Une histoire d'eau qui défie les siècles et qui permet, et c'est un comble, de relier la Wallonie à Bruxelles sans le moindre bouchon. Entre terre, ciel et eau, vous tomberez sous le charme de Profondeville. Vous suivrez le chemin philosophique gravé dans la pierre du halage, puis ne résisterez pas au plaisir d'emprunter le dernier passage d'eau du royaume dans une barque à rame. Aujourd'hui à vocation touristique, il était autrefois utilisé au quotidien pour emmener les ouvriers des carrières de Lustin. Face à vous, l'imposant massif des rochers de Fresnes s'étalera et fera miroiter ses reflets argentés sur l'onde. Longue de quelques 800 mètres et haute de 80 mètres, cette lame calcaire renferme un important réseau qui fait le bonheur des spéléologues. Les rochers racontent aussi une histoire, celle d'il y a 380 millions d'années, lorsque Profondeville bénéficiait d'un climat tropical et d'un paysage formé de barrières de récifs et de lagons. Par-delà Profondeville, Rivière et Godine continueront à aligner leurs villas mosanes des siècles passés et autres bâtisses de caractère. Votre déambulation sera un pur enchantement et vous permettra d'apprécier tant et plus ce tronçon de la Meuse à vélo, le tout premier itinéraire cyclable de longue distance complètement signalé et balisé en Wallonie. Il s'inscrit dans le parcours bien plus vaste de 1152 km et qui suit les rives du fleuve de sa source sur le plateau de Langres en France à son embouchure à proximité de Rotterdam aux Pays-Bas. Arrivé à Ivoire, une fois encore, vous ne pourrez résister à la tentation de voguer sur les flots. Et c'est même sur une île que vous débarquerez.
Marcel Collet, bonjour. Vous êtes l'échevin du tourisme d'Ivoire. On peut dire ici, sur l'île d'Ivoire, c'est un petit peu votre pôle touristique. Hein. C'est notre pôle touristique, c'est l'endroit le plus important touristiquement dans la commune d'Ivoire. C'est ici que tous les touristes viennent quand ils viennent à Ivoire. C'est une île aussi, c'est la dernière île en Belgique, si je suis bien renseignée, qui a une vocation touristique. C'est la dernière île qui est exploitée touristiquement et ça depuis 1937. Alors beaucoup d'aménagements au cours de ces dernières années. Oui, ici sur les 3 dernières années, on vient d'investir pour environ 500 000 € pour réaménager le port de plaisance qu'on voit ici derrière et alors la plaine de jeux surtout pour les enfants et puis tous les abords dans la partie avant. Et quel est le public qui vient ici? C'est un public familial, quoi. Des gens qui viennent dans les gîtes de la région et alors on vient d'un peu partout, on parle autant flamand que français. L'île, elle a toujours eu cette vocation? Toujours, oui. C'est-à-dire avant 1937, non, c'était des jardins pour les habitants du village d'Ivoire qui passaient en barque et venaient cultiver quelques mètres carrés sur l'île. Il y a encore un coin qui est dévolu à la nature aujourd'hui. L'île est divisée en deux, il y a une frayère entre les deux. Et dans la deuxième partie, la partie sauvage, c'est Natura 2000. Et là, on a quand même gardé une promenade. On peut faire le tour de la partie sauvage, disons. Et là, on a prévu des aménagements, mais pour l'instant, c'est en stand-by. Marcel, merci. On va quitter un petit peu cette belle vallée de la Meuse. On va aller dans la vallée voisine du Boc, et ce, dans le cadre de notre Minute Patrimoine. Elle est consacrée aujourd'hui au patrimoine ferroviaire, et plus précisément aux bâtiments voyageurs. La gare de Dorine, c'est l'ensemble des voies, l'ensemble de l'infrastructure où le chemin de fer pouvait garer un train. Lorsqu'on ne pouvait pas garer, c'était un point d'arrêt. Ici, comme nous avons 2 voies, nous pouvons nous permettre de garer un train. Le bâtiment voyageur, appelé erronément la gare par Monsieur Tout-le-Monde, se composait de 3 grandes parties. Une première partie technique à l'extrémité dans ce cas-ci, où se trouvait tout ce qui faisait la technique de la gare, les lampes, les feux, tout ce qui tournait autour. Puis vous aviez la grande partie qui est le bâtiment qui est le logement du chef de gare, qui était pour lui, pour sa famille. Et puis vous aviez la 3e partie, cette partie-ci, qui était réservée pour l'accueil des voyageurs, avec une petite partie pour les guichets où se tenait le préposé, et une partie plus longue, la salle d'attente, où étaient accueillis les voyageurs dans l'attente du train. D'un point de vue architectural, il y a des similitudes entre les gares. Effectivement, les bâtiments voyageurs sont les héritages des anciennes compagnies de chemin de fer. Ces bâtiments étaient construits sur un plan standard. Pourquoi? Pour économiser un petit peu et ne pas refaire des frais d'architecture à chaque fois. On avait un plan standard qui resservait, mais chaque compagnie avait ses propres plans. C'est pour ça que vous pouvez voir de grosses différences entre les bâtiments du nord belge, les bâtiments de l'État belge et de 36 autres petites compagnies qui étaient plus ou moins d'inspiration locale. Et puis aussi, il y avait ce qu'on trouvait sur place facilement. Comme ça, dans ce cas-ci, vous trouvez les pierres des carrières locales. Histoire d'achever votre escapade sous le signe de l'eau, tout en calme, douceur et félicité, vous vous arrêterez au jardin d'Annevoie, patrimoine majeur de Wallonie. Vous déambulerez avec un plaisir fou dans ce parc créé dans la seconde moitié du XVIIIe siècle par Charles Alexis de Montpellier et apprécierez sans commune mesure le spectacle inégalé de l'architecture des jardins où se mêlent la rigueur française, le romantisme italien et l'exubérance anglaise. Bien plus encore, vous serez fasciné par les jeux d'eau. Alimenté par un grand canal de 365 mètres, plus de 20 bassins et étangs, agrémentés d'une 50aine de jets d'eau, buffets, cascades et fontaines, voient leur bleu virevolter sans le recours de machinerie, juste par une judicieuse exploitation de la technique des vases communicants. Annevoie, où quand génie et féerie se rencontrent.